Dites plus de bêtises. C'est rouge, c'est bon. Bonjour, donc Michel m'a demandé d'introduire cette session consacrée donc à l'intelligence artificielle et aux salariés. Et donc, il me l'a demandé à différents titres. Donc, je vais vous parler de ce que est vraiment l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire, et quel est l'impact sur l'élargir au travail. Enfin, un peu le plan de la présentation. Avant ça, je vais vous dire qui je suis quand même, parce que si Michel m'a demandé d'intervenir, c'est parce que je suis ingénieur en informatique, j'ai 64 ans, je m'appelle Luc Laforêt, j'ai été consultant en architecture logicielle, désormais retraité. Et j'ai quelques connaissances en intelligence artificielle, même si ce n'est pas mon domaine d'expertise. J'ai fondé en 2020 une initiative qui s'appelle Une perspective, la 6e République, et ce qui m'a permis de découvrir en chemin, avec quelques compagnons, la notion de 4e voie, c'est-à-dire un modèle de société réaliste, alternatif au capitalisme et au socialisme. Et à ce titre, d'ailleurs, j'en profite, il y a ce livre que je viens d'éditer, qui vient de sortir, qui s'appelle La crise terminale du capitalisme, qui essaye de montrer en quoi la crise du capitalisme est entrée dans une phase terminale, et de le démontrer à vous. Voilà pour qui je suis. Alors, intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elles sont vraiment? Ben, elles ne sont pas ce que l'on en dit. En gros, l'intelligence artificielle, qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle dans le domaine plus académique de la reconnaissance de formes. C'est-à-dire qu'on va savoir identifier des formes, des photos, typiquement, on va savoir reconnaître. L'intelligence artificielle vraie, aussi, le domaine de l'intelligence artificielle vraie, n'a quasiment fait aucun progrès depuis des décennies. Enfin, les décennies, on a 50, 60. Quasiment aucun progrès. En définitive, ce qu'on appelle aujourd'hui les intelligences artificielles, les IA, ce sont en gros des grosses statistiques. On a fait énormément de statistiques, et maintenant, avec l'Internet, on a des volumes de données tellement considérables, ça nous permet de faire des statistiques extrêmement sophistiquées et précises. C'est ce qui fait qu'un des spécialistes du domaine, notamment, Luc Julia, qui est un Français, a fait une vidéo que je vous invite à regarder sur YouTube, il en a fait même deux, je pourrais vous communiquer les liens après si vous voulez, où il dit carrément l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est un spécialiste du domaine. Hein. D'ailleurs, je vais en citer un autre. Et y compris ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. Vous savez, celles qui fabriquent des photos, des dessins, des choses comme ça, de la musique. En définitive, c'est une façon, c'est une architecture particulière qui permet d'utiliser de la reconnaissance de forme pour pouvoir aboutir à quelque chose à quoi ça ressemble dans ce qu'on appelle le prompt, qu'on demande à la machine. En fait, ce n'est toujours que de la reconnaissance. Et en fait, elles ne savent bien faire qu'une seule chose. Et ce qui les amène parfois à pouvoir dire n'importe quoi. Si vous prenez ChatGPT, il y a eu une courbe d'adoption extrêmement rapide, mais on s'est aperçu qu'il pouvait raconter absolument n'importe quoi. Je vous invite à regarder par exemple les jeux d'échecs. Il y a des essais de spécialistes des échecs, notamment un Français maître international, auquel il a joué contre ChatGPT. Contre ChatGPT, au bout d'un moment, bon, il joue à peu près normalement, puis à un moment donné, il se met à tricher complètement. C'est-à-dire, il invente des pièces, il rajoute des pièces sur l'échiquier, des choses comme ça. Parce qu'il a vu ça en définitive. Et donc, par rapport aux vrais algorithmes, on parle d'algorithmes, les intelligences artificielles ne sont pas des algorithmes. Là encore, c'est un mauvais usage des termes. L'algorithme, c'est vraiment une séquence d'ordre qu'on a donné à une machine. Ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce qu'on appelle, ce sont en fait des réseaux, pour l'essentiel, ce
rentrer dans ces détails. Une autre chose importante qu'il faut savoir, c'est que ces intelligences artificielles ont tendance à pourrir. C'est-à-dire qu'il y a une pollution par Internet et par les autres intelligences artificielles, parce que ne sait pas faire forcément la différence entre ce qui a été produit réellement par des humains et ce qui a été produit par une autre intelligence artificielle, ce qui fait qu'il y a une tendance possible au pourrissement même de l'Internet lui-même, par les intelligences artificielles. C'est d'ailleurs ce qui les a obligés, je ne sais pas si vous vous rappelez cette anecdote de Microsoft, je crois que c'était dans les années 2015, quelque chose comme ça. Ils avaient fait une IA qui était comme ça, qu'ils avaient mis en ligne très rapidement, et qui était devenue, ils disaient, raciste, en 6 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, la grosse différence avec ChatGPT, c'est qu'ils ont mis en fait tout un tas de filtres d'intervention humaine, en amont et en aval, pour pas que si vous mettez islam dans votre truc, que ça vous sorte des trucs qui ne seraient pas politiquement corrects. Donc ça oblige, voilà, c'est des tendances potentielles à ça. Et dernier élément très important sur quelles sont vraiment, là je vais citer Yann Lequin, qui est un Français également, un des papes, je dirais, de l'intelligence artificielle, parce que c'est un de ceux qui l'a fait progresser dans le début des années 2000, dans sa contribution au réseau de neurones qu'on appelle convolutifs, c'est qu'elles n'ont pas de modèle du monde. En fait, c'est ça le problème de ChatGPT, par exemple. ChatGPT, il sait qu'associer des mots. Il sait que, statistiquement, si on lui pose telle question, tel mot après, ben, qui a plus de probabilité d'arriver, c'est celui-là. Mais il ne comprend absolument pas ce qu'il dit. On n'a aucune idée de ce qu'il raconte. C'est juste des statistiques. Le problème, c'est qu'un enfant de 5 ans, de 3 ans, ou même un animal, lui a un modèle du monde et il sera plus intelligent, plus apte à interagir sur un problème qu'il n'a jamais rencontré. Donc en fait, le problème, c'est qu'ils ne savent pas réellement ce qu'elles manipulent. C'est-à-dire, ça nous renseigne sur les limites de ce qu'est le langage, de ce que c'est. Parce qu'en fait, ça s'appelle des LLM, Large Language Models. Et ça nous renseigne également, quelque part, sur les limites du langage. On est très fiers, nous les humains, de notre langage, mais en fait, il faut bien que nous soyons conscients que le modèle du monde existe indépendamment du langage. Les animaux, les reptiles ont aussi un modèle du monde, mais n'ont pas forcément de langage. Donc, les modèles du monde sont antérieurs au langage, sont plus profonds que le langage. Ça, c'est important pour notre, je dirais, on parle souvent du propre de l'homme, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça permet de relativiser. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent? Qu'est-ce qu'elles peuvent? Deuxième point. Elles peuvent réaliser automatiquement des tâches intellectuelles spécifiques que l'on sait déjà faire. On sait reconnaître un visage, on sait dessiner plus ou moins bien, etc. La seule chose, c'est qu'ils vont le faire très rapidement, de façon plus talentueuse. Mais quelque part, pour creuser un trou, pour creuser une tranchée, une pelleteuse aussi décuple notre force. Sauf que là, la force qui est décuplée, c'est notre force de fabriquer un dessin ou de reconnaître un visage, etc. Donc, elle sait le faire mieux. Donc, sur une tâche bien particulière, elle va savoir le faire mieux et de manière plus fiable. Avec une grosse condition à ça, c'est qu'il faut justement que certaines conditions soient respectées. C'est l'exemple, je crois, que cite Julia, il cite les vidéos de chats, par exemple. Les chats, ils sont extrêmement très forts pour reconnaître les chats parce que tout le monde poste des chats sur Internet. Et donc ils reconnaissent les chats à 98%. 99%. Mais pas 100%. C'est marrant parce qu'il cite l'exemple, il dit sauf que ma petite fille qui a 4 ans, elle reconnaît les chats à 100%. Pourquoi? Parce que les photos de chats que vous postez sur Internet sont des vidéos de jour. Donc, les chats de jour, ils vont tous être reconnus. Si le chat est dans la pénombre, et c'est des photos qu'on ne poste jamais sur Internet, les chats dans la pénombre, elle ne saura pas leur reconnaître. C'est ce qui fait les chats. Voilà. Donc,
mais malgré tout, ils savent le reconnaître et ils savent le faire de façon répétitive. Là, une grosse différence aussi, c'est qu'elles le font à un coût énergétique bien plus élevé que ce que nous sommes capables de faire. L'énergie que nous consommons pour reconnaître un chat, elle est infiniment, enfin pas infiniment, mais elle est de plusieurs dizaines d'ordres de grandeur inférieure à celle qu'ils sont mobilisés pour réussir à ce que la machine fasse à nous. Donc ce qu'elle peut faire, pour résumer, c'est toutes les situations en définitive où il y a de la reconnaissance de forme à la base. Ça fait déjà beaucoup de choses. Hein. L'imagerie, je pense à tous les phénomènes d'imagerie, l'imagerie médicale notamment, mais également des améliorations et des optimisations de processus. Je voudrais donner des réseaux, par exemple, des réseaux de circulation, des réseaux parce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels on va pouvoir avoir appris des mécanismes qui fonctionnent bien. Il y a une ville en Chine, je vous donnerai la réponse, où ils ont optimisé les réseaux de circulation comme ça. Tous les feux de circulation sont pilotés maintenant par la reconnaissance de forme pour faire que la circulation automobile soit plus fluide. Je dépasse un tout petit peu. Et puis, il y a aussi tout ce qui est correction en temps réel. Par exemple, c'est l'autotune, c'est-à-dire on corrige en temps réel les chanteurs. Taylor Swift, par exemple, en concert, elle est corrigée en temps réel, ou les animateurs télé, etc., ils sont corrigés en temps réel pour qu'ils apparaissent beaux, etc., sans idée. Donc, ce qu'ils savent faire également, donc tout ce qui est situation de reconnaissance de forme et production d'artefacts numériques, je dirais, standards. Donc, des choses qui existent plus ou moins déjà, qui vont être malaxées pour refaire autre chose, de la musique, des images, de la vidéo. Dernier point, l'impact sur le travail. Je vais aller plus vite. En fait, ces réseaux de neurones, il faut leur apprendre ce qui est la vérité ou ce qui n'est pas la vérité. Et donc, en fait, il y a le premier impact du travail dont on parle assez rarement, c'est qu'il y a tout un tas d'OS de l'IA qui existent, qui travaillent, qui sont en fait des gens qui ont un travail rébarbatif et répétitif, et de dire ça c'est la bonne réponse, ça c'est pas la bonne réponse, ça c'est la bonne réponse, ça c'est pas la bonne réponse. Et il y a plein de gens qui sont payés comme ça, c'est vraiment les OS de l'IA, qui font en fait l'apprentissage des machines, pour l'alimenter. Ça c'est un premier impact sur le travail qui est quand même assez peu connu et qui mérite quand même d'être souligné, parce que c'est vraiment des tâches très mal payées. La deuxième conséquence, c'est la potentielle perte de connaissances et de compétences, donc de confiance. Parce qu'il y a d'autres types de gens qui vont rentrer des informations, ça va être des experts. L'oncologue, par exemple, qui va pouvoir savoir lire, interpréter une image, et qui va dire, ah bah là il y a un cancer, là il n'y a pas de cancer, là, etc., etc. Et y compris alimenté par les résultats après cliniques, hein, là, pour le coup, objectif. Le problème avec ça, c'est que si on place toute l'expertise dans la machine, que va-t-il devenir des experts humains? Si on se dit les experts humains, on va garder du coup que les meilleurs, tous les autres, on n'a plus besoin d'eux, puisqu'on peut les remplacer par la machine, on va garder que les meilleurs. Sauf que les experts, l'expertise ne se construit pas comme ça par un claquement de doigts, elle se construit par l'expérience, par l'excellence, par la réussite. Et c'est par la pratique, justement, que les gens deviennent des experts dans leur domaine. Sans la pratique, et donc forcément le fait d'avoir essayé, d'avoir été avec d'autres, avec des maîtres, qui va faire qu'il y a un risque du pourrissement dont je parlais tout à l'heure, mais un pourrissement qui gagnerait l'humain. Il y a évidemment un risque de perte, un certain nombre de pertes d'emploi, même si de ce côté-là, moi je pense que ça peut être assez limité, parce qu'en réalité, comme elles ne savent faire qu'une seule chose relativement précise et bien, ces pertes d'emploi, ça va être assez limité à mon sens, parce que ce n'est qu'une partie de l'activité. Bien souvent, l'oncologue qui va savoir lire, interpréter une imagerie, c'est qu'une partie de son métier. Certes, c'est une partie importante, fondamentale, donc ça pourrait être un outil qui va l'aider dans son diagnostic, mais ça ne le remplacera pas dans toutes ces autres fonctions.
je dirais les activités où vraiment il y a un risque, c'est ceux où il y a vraiment une qualification faible, une qualification de niveau inférieur, l'entretien des vignes, par exemple. Alors je situe. Contrôle accru, alors, autre point important, contrôle accru des activités de surveillance directe. Donc en fait, on passe d'un monde où l'homme est le serviteur de la machine, où c'est la machine qui va contrôler l'homme. Donc c'est une déshumanisation. Notamment par la possibilité, la seule chose qui restera aux salariés, aux gens qui vont travailler, c'est ceux qui seront autorisés à désobéir à l'IA. On leur demandera des comptes pour leur dire, est-ce que, mais l'IA vous avez dit ça, vous avez fait autre chose. Quoi? Donc cette partie de contrôle va être extrêmement importante, c'est sans doute un des impacts les plus importants. C'est Laurent Alexandre qui disait, désobéir à l'IA deviendra un privilège. Parce que vous connaissez Laurent Alexandre. Stress humain, du coup, de l'homme contrôlé par la machine et plus seulement son serviteur. Et dernier point, déshumanisation de l'homme par l'imitation. C'est-à-dire l'homme tendant à ressembler de plus en plus à des artefacts numériques, car il croit qu'ils lui sont supérieurs. C'est faux. La machine n'est pas supérieure à l'homme. Je vais montrer tout à l'heure dans cette histoire de l'élève. C'est le cas, enfin, je ne sais pas si vous regardez le football, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que les images sont retouchées en temps réel, de telle sorte que les footballeurs ressemblent dans les retransmissions en direct à ceux qu'ils sont dans FIFA. Parce que dans FIFA, dans le jeu vidéo FIFA, parce que FIFA, il n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait réaliste, les hommes sont un petit peu, n'ont pas des traits tout à fait humains, ils sont un petit peu lissés, etc. Et donc, on modifie en temps réel des matchs, des vrais matchs, pour qu'ils ressemblent à ça. Terminé. Merci. Merci.